Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Poursuite de la visite officielle de la secrétaire générale de l'OIF à Djibouti. Et les États-Unis de Trump représentent une menace pour l'Europe selon Donald Tusk, président du Parlement européen. C'était le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous à Addis Abeba. Plusieurs tours de scrutin ont été nécessaires pour élire le nouveau président de la Commission africaine. C'est finalement l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, qui l'a emporté. Il va remplacer la sud-africaine Dlamini Zuma. L'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères a été élu par 39 voix sur 54 au terme des 3 premiers tours de scrutin. Le Sénégalais Abdoulaye Bathily, la Botswanaise et l'équato-guinéen Mba Moki ont été éliminés. Les 2 finalistes, l'ancien ministre des Affaires étrangères tchadien et sa collègue kenyane Amina Mohamed, ont été départagés à l'issue de 3 autres tours. Moussa Faki a ensuite été élu à l'issue d'un 7e et dernier tour de scrutin. Le débat a permis donc, à l'issue de ces élections, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine nous a accordé une interview exclusive au micro de notre envoyé spécial et a exprimé sa joie d'être à la tête de cette instance dirigeante. On l'écoute. De voir le parcours, pour se convaincre que notre pays revient, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette diplomatie active, notamment au service de la paix, impulsée par le président Idriss Déby, le sacrifice des fils et des fils du Tchad pour la cause africaine, sa profonde conviction et la mienne ont certainement fait la différence. C'est également une joie, pas seulement pour moi, mais pour l'ensemble de nos compatriotes. C'est le Tchad qui est honoré, c'est le Tchad qui est reconnu. Donc, je remercie l'ensemble de mes concitoyens, jeunes, femmes, tous les Tchadiens qui ont soutenu cette candidature. Et aujourd'hui, leur pays est reconnu. C'est aussi une grande responsabilité. Je mesure le poids de la charge. Quand on voit les défis auxquels fait face notre continent, et le monde d'ailleurs, ce n'est certainement pas une sinécure. Mais je l'ai voulu, mon pays l'a voulu. Je me mets donc au service du continent pour contribuer à la paix, à la stabilité, à la prospérité, à l'intégration politique et économique de ces pays, de ce continent, je voudrais dire. Et donc c'est avec une grande fierté que je me mets au travail de l'Afrique. Djibouti condamne fermement l'attaque qui s'est produite dans une mosquée au Québec. Dans un communiqué remis à la presse, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement Mohamed Ali Youssouf a condamné aujourd'hui l'odieux attentat perpétré dans l'enceinte de la mosquée de Sainte-Foy au Québec qui a fait dimanche soir 6 morts et 8 blessés des fidèles qui étaient dans un lieu de prière. Le ministre a exprimé au nom du gouvernement et du peuple djiboutien ses condoléances les plus attristées et aux proches des innocents tués, aux familles et aux proches des innocents tués dans ce lieu de culte, ainsi qu'au peuple et au gouvernement canadien. Il a en outre souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le ministre a fait ce communiqué de presse peu après son retour d'Addis Abeba où il avait pris part aux côtés du chef de l'État au 28e sommet de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a par ailleurs reçu ce matin dans son cabinet la secrétaire générale de la francophonie, Madame Michaëlle John, qui effectue une visite de travail de 3 jours dans notre pays. L'entretien a lieu en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, et de l'ambassadeur de Djibouti en France, Ayed Moussaad Yahya. Il a permis de faire un tour d'horizon de la coopération avec
avec la francophonie. L'agence de la francophonie donc constitue un trait d'union linguistique et culturelle entre pays francophones dont Djibouti fait partie. D'autres sujets d'intérêt commun ont été également menus des discussions durant son séjour. La secrétaire générale de la francophonie a pu rencontrer plusieurs membres du gouvernement. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a reçu hier à son tour Michael John, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui effectue actuellement donc une visite officielle. Au cours de cette entrevue, il a été question notamment de la création du musée national de la Grande Bibliothèque de Djibouti. Les appuis en matière de formation linguistique, d'écriture ou d'édition littéraire, entre autres, ont été discutés. Tout comme le soutien de l'IEF à la production cinématographique. La secrétaire générale de l'OIF a précisé qu'elle était satisfaite non seulement d'effectuer une visite officielle en République de Djibouti, seul pays de la Corne d'Afrique francophone, mais aussi de rencontrer le ministre de la Culture. Djibouti, en dépit de son enclavement, représentait et défendait la francophonie dans toute sa dimension. Et à cet égard, la secrétaire générale affirmait qu'il fallait mettre en place un pacte de coopération entre la République de Djibouti et l'OIF. Elle a préconisé la mise en place de programmes phares et qui serviront éventuellement de modèle aux autres pays francophones. La venue de Madame Michael John doit coïncider avec un nouvel élan dans la relation entre Djibouti et la francophonie, selon ses propos. Le ministre de la Culture s'est déclaré pour sa part très heureux d'accueillir la secrétaire générale de l'OIF et ancien gouverneur du Canada qui relance le rayonnement de la francophonie. Ont assisté à l'entretien le secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Mohamed Hussein, le directeur exécutif, le directeur de la Culture, Mohamed Moussa Odawa, le conseiller du ministre, Idriss Moussa, l'ambassadeur de Djibouti accrédité à Paris, Ayad Moussaad Yahya, le consul de Djibouti à Paris, Moulad Hussein Mouati, etc. Dans le reste de l'actualité, entrevue entre le ministre du Travail et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samlieh, a reçu ce matin une visite de courtoisie de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en poste à Djibouti, M. Abdelaziz Ben Abdallah Al-Daoudi. Au cours de cet entretien, le ministre et le diplomate saoudien ont fait le point sur les relations bilatérales dans le domaine de l'emploi et la formation professionnelle via l'Institut national de l'administration publique, l'INAP. Le ministre a assuré à cette occasion l'ambassadeur saoudien de la pleine disponibilité de son département à raffermir davantage les relations dans ces domaines. Le secrétaire général de l'emploi, M. Abdallah Ali Mohamed, le conseiller du ministre pour les affaires arabes, Ousmane Ali Mohamed, ainsi que le secrétaire exécutif chargé des réformes, Mohamed Awale, ont assisté à l'entretien. Le diplomate saoudien était, de son côté, accompagné de son directeur de cabinet, Abdelaziz Al-Shubrami. Également dans l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin à son cabinet la secrétaire générale de la francophonie, Michael John, en présence de l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Monsieur Ayad Moussaad Yahya, ainsi que des responsables du département. Madame Michael John était accompagnée d'une forte délégation et a remercié le secrétaire d'État pour ce bel et chaleureux accueil. Après une brève présentation de ses collègues, elle a souligné l'importance d'un renforcement de la coopération entre Djibouti et l'Organisation internationale de la francophonie. Par ailleurs, elle a soulevé que Djibouti s'étant déjà lancé dans la stratégie numérique, il sera plus facile pour l'OIF d'implanter des centres de lecture et d'animation culturelle appelés CLAC. De même, lors de la journée internationale de la francophonie prévue le 20 mars prochain, de donner l'occasion aux jeunes djiboutiens de s'exprimer sur l'appartenance de Djibouti à l'espace francophone. Également, elle a provoqué la possibilité de mettre en place le Libre et Ensemble à Djibouti, qui est un projet qui consiste à créer une plateforme de rencontre et de discussion des jeunes. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, quant à lui, s'est dit très honoré de recevoir cette honorable délégation, que l'accueil qui leur a été réservé, qui reflétait nos valeurs
et de nos cultures. Ce dernier a également rappelé qu'il a pour mission de veiller à l'épanouissement de la jeunesse et donc de trouver des voies et moyens d'y parvenir. Et en ce sens, il a accueilli très favorablement l'idée d'implantation des claques à Djibouti, ce qui permettrait à beaucoup de jeunes, tant au niveau de la capitale que des régions de l'intérieur, de pouvoir bénéficier de l'accès aux livres et à des jeux de société. Et quant au libre ensemble, les jeunes avaient effectivement besoin de s'exprimer et l'endroit destiné à implanter ce programme étant les CDC. Et qu'à travers tous ces concepts, il fallait offrir aux jeunes ce dont ils avaient besoin, que ce soit l'insertion économique, l'entrepreneuriat, sans oublier les jeunes en milieu carcéral. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec l'UNICEF, a organisé ce matin un atelier de validation de la nouvelle stratégie nationale quinquennale 2017-2021 sur les mutilations génitales féminines. C'était à l'hôtel Les Acacias. Cet atelier a réuni la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumena Ahmed Hassan, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mme Mona Ousmane Adan, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Rableh, la représentante adjointe de l'UNICEF, la secrétaire générale de l'UNFD et le Comité national pour l'abandon total de toutes les formes d'excision. Cet atelier avait pour objectif d'éradiquer toute forme d'excision à Djibouti. Le ministère de la Femme et de la Famille vise à se doter d'une nouvelle stratégie quinquennale plus adaptée et plus efficace afin pour atteindre des meilleurs résultats et parvenir à baisser fortement ces pratiques néfastes. Nous nous sommes confrontés, le ministère de la Santé est confronté à ces crimes, parce que moi je dirais que ce sont des crimes qui sont infligés donc aux femmes, des crimes qu'on ne peut pas justifier aucunement, nulle part, et qui ont des conséquences très lourdes dans l'intégrité même du corps de la femme, mais aussi qui donnent des pathologies lourdes qui handicapent l'avenir même de la femme, mais aussi l'avenir de l'être humain. La mutilation génitale féminine porte atteinte à la santé des femmes et des jeunes filles. Ces dernières, une fois soumises à ces ablations d'une partie de leur corps, souffrent physiquement et psychologiquement. Le traumatisme émotionnel entraîne aussi des complications au niveau de la santé de ces jeunes mères et jeunes filles. Pour ce faire, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNICEF, le FNUAP et l'UNFD, luttent ensemble pour parvenir à l'abandon total de cette pratique d'un autre âge. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed Hassan, a rappelé lors de son intervention que cette pratique pharaonique, néfaste à la santé de nos filles, doit être totalement bannie. Vous suivrez l'intervention de la ministre dans nos prochaines éditions. L'actualité à présent hors de nos frontières. Les États-Unis de Trump représentent une menace pour l'Europe. C'est ce qu'a affirmé le président du Conseil européen, Donald Tusk. Les États-Unis de Donald Trump, c'est une menace pour l'Europe, au même titre que la Russie, la Chine, l'islam radical, la guerre et le terrorisme. C'est ce qu'a estimé Donald Tusk alors qu'il est en visite en Estonie. Des mots durs, des mots chocs à la hauteur des craintes du président du Conseil européen qui estime que l'Union européenne affronte des graves défis depuis 60 ans. Le nouveau président américain a par ailleurs désigné un conservateur à la Cour suprême. Trump veut ancrer la Cour suprême dans le conservatisme avec la nomination de M. Gorsuch, originaire du Colorado. Neil Gorsuch, 49 ans, et pour la peine de mort contre l'euthanasie, et a soutenu des entreprises qui refusaient de fournir une couverture de santé incluant une contraception à leurs employés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le Focus. Restez avec nous. Maintenant au Focus. Pardonnez-moi. Bonjour. Bonjour Asma. Et ce Focus nous emmène en Irak, Ouais. dans la ville de Mossoul, où le retour et la détresse.
Eh bien, Asma, après le chaos, donc les habitants sont obligés donc de retourner à Mossoul pour y vivre, et notamment les associations humanitaires qui distribuent de la nourriture pour tout le monde. Donc, impossible pour beaucoup d'acheter une nourriture qui est très chère. Ils ont besoin d'aide. La zone n'était pas libérée avant maintenant. Et les familles déplacées reviennent. L'eau, parlons du problème de l'eau qui est un problème crucial dans cette guerre de Mossoul, qui s'est vu sous les bombardements, puisque à partir du 22 décembre dernier, donc l'eau a été complètement bloquée et que la population n'ait pas accès à cette eau une eau salubre dans cette région, mais toujours sous la guerre. Et l'eau est tirée du pluie. Maintenant que les gens reviennent, les habitants craignent d'attraper des maladies de la peau en se lavant avec cette eau insalubre. Et nous allons en Angleterre pour notre deuxième sujet qui parle du Brexit. Le Brexit a ébranlé la communauté de Bruxelles depuis le scrutin du mois de juin dernier. Les demandes de renseignements pour obtenir la nationalité belge pour ces Britanniques qui vivent en Belgique, donc se sont multipliés. Et tout d'abord, le choc était immédiat. Puis en juillet, la vie a repris, donc où il y a vraiment une réaction d'émotion de Britanniques. Et puis finalement, toute cette réaction s'est consolidée avec le temps. Mais tous les citoyens britanniques ne peuvent pas utiliser la procédure traditionnelle pour demander la nationalité belge. Les fonctionnaires européens relèvent en effet d'un autre régime juridique, donc que tout le monde n'est pas accès. Donc, il est une carte d'identité spéciale et une partie des autorités belges considèrent avec cette carte n'est pas donc une preuve de la nationalité belge pour ces Anglais qui vivent en Belgique. Merci Fardous pour cette analyse et pour ces éclairages. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.